L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Le ministre Lescure, après la trahison, la démission, Vauquier, Tondelier, la romance qui dit tout, Franz Zégé, l'abominable loi sur la fin de vie. Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'en financent et elle est des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yannick Hilarion, Edwige Lecoeuvre, Alain Vialat, ce cher Philippe Bohen, Pierre Bourdin et Crisis. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression, vous le savez. Mais comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Rappelez-vous, c'était il y a une dizaine de jours, Pierre Servan affirmait « Emmanuel Macron, c'est De Gaulle ». La raison? Flop Gun. Le poudré déguisé en Tom Croûte, lunettes d'aviateur sur le nez, vous l'avez vu, avait fait le pitre à Davos. For sure. Après cette pitrerie, les journalistes aux ordres, comme Pierre Servan, ont cru reconnaître De Gaulle. Eh bien, il devrait changer de lunettes, Pierre. Mais certains m'ont écrit « Mais si, voyons, Louis, Macron est le rempart à l'atlantisme. Le souverainisme est en marche avec lui. Nous allons défendre enfin nos intérêts stratégiques. » For sure. Mais vous avez une mémoire de poisson rouge? Il y a une règle simple avec Emmanuel Macron. Il fait exactement le contraire de ce qu'il dit. La preuve, Roland Lescure. Contre l'avis de la Direction générale de l'armement, Bercy autorise la vente de LMB Aérospace à l'américain Lohr Group. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a validé le passage de l'équipementier aéronautique sous pavillon américain, sans exiger l'implication de BPI-France. Un scandale de plus. Tout doit disparaître avant mai 2027. C'est le 1609e fleuron vendu aux Américains. Cette entreprise a un intérêt stratégique. Natacha Polony. Celle-ci n'est pas n'importe quelle entreprise. Ses 75 salariés fournissent les ventilateurs du Rafale, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des hélicoptères Tigre, du Charles Leclerc et du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Que des programmes industriels ultra sensibles. On ne peut pas se dire souverain et faire passer sous pavillon américain une entreprise aussi sensible. Comment croire à des garanties américaines de cloisonnement de l'information? La blague. Ce n'est pas une action de préférence, Golden Char, promise par Roland Lescure qui le garantira. Le contrôle capitalistique n'est pas le contrôle technologique et de l'information. Il faut aller vite pour éviter un pillage technologique dont Bercy n'a cure. Loire, en effet, a déjà acquis 100% des actions et droits de vote de LMB. Roland Lescure doit démissionner et cette transaction doit être annulée au nom de la préservation de la sécurité et de la défense nationale. Sinon, quelle sera notre souveraineté militaire demain si ce n'est une gesticulation et une communication de façade? For sure. C'est toujours la même communication un peu bébête. Macron devant les caméras joue les patriotes, mais derrière, en coulisses, il vend nos industries stratégiques. Porter des lunettes pour détourner le regard donc des vrais enjeux. For sure. Et c'est une catastrophe pour la France. On ferme notre nucléaire, on inonde nos campagnes d'éoliennes allemandes et de panneaux solaires chinois, on se laisse déposséder de nos barrages, on vend une industrie de la défense aux Américains. Mais qui gouverne ce pays? Une certitude, des traîtres qui détestent la France. Roland Lescure, c'est celui-là. Pour le porte-parole des Macroniens, Roland Lescure, la France doit laisser son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut solder l'héritage du général de Gaulle. N'oubliez pas qu'avant d'être ministre, Roland Lescure était député des Français de l'étranger sur la circonscription des États-Unis. Tiens, Roland Lescure s'est-il fait retourner par un service américain? Cela y ressemble fort.
La question se pose tant sa décision de céder LMB Aerospace à un groupe américain contre l'avis de l'administration compétente, ici la Direction générale de l'armement, est incompréhensible, à moins qu'il y ait des rétrocommissions. Il faut exiger le départ du gouvernement de ce ministre, revenir sur sa décision et ouvrir une enquête sur son cas. Assez de piétiner la France impunément. La place de Roland Lescure dans ce gouvernement Lecornu faisait peser une menace sur les intérêts stratégiques français. Sa décision de livrer LMB aux Américains en est la confirmation. La Macronie est une forfaiture. Le poudré est sous influence atlantiste. Voyez mon numéro sur Soros. Nous sommes en train de tout céder aux Américains. Et que nous dit le gouvernement pour détourner notre attention ? C'est la faute de Vladimir Poutine. Un conseil de défense et de sécurité nationale va être organisé à 1 mois et demi des élections municipales officiellement consacré à la question des ingérences étrangères. Conseil de défense pour les municipales. La menace russe est évoquée implicitement. Vous reprendrez bien du Célérus 500. Le poudré, c'est tout aux Américains, mais c'est la faute de Vladimir Poutine. Dans ces entretiens, on ne cesse d'alerter sur la complicité atlantiste des macronistes. Mais bon, vous le savez, on est d'horribles complotistes. Jusqu'à ce que la vérité éclate dans le Figaro. Après le Groenland, la dépendance au gaz américain inquiète l'Union européenne. Après avoir substitué en grande partie ses achats de gaz russe par du gaz naturel liquéfié GNL américain, Bruxelles craint désormais d'avoir remplacé une dépendance par une autre. Non mais, qui l'eût cru ? L'Europe a financé une guerre qui la ruine pour satisfaire ses maîtres atlantistes et s'aperçoit après coup que cela va à l'encontre de ses intérêts stratégiques. Waouh ! Soit à la tête de l'Europe, on a des abrutis profonds, soit on a des corrompus jusqu'à la moelle. Bon, voir ce que j'ai dit sur Roland Lescure. Heureusement, en France, nous avons les LR, oui, pour défendre nos intérêts stratégiques. Laurent Wauquiez. Marine Tondelier et Laurent Wauquiez, Shabadabada, ont été pris en photo, tout sourire au dîner annuel de la CCAF, Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, hier soir. En temps normal, les deux n'arrêtent pas de s'invectiver sur les réseaux sociaux. Marine accusant Laurent d'extrême droite, Laurent accusant Marine d'extrême gauche, comme quoi tout cela n'est qu'une grande pièce de théâtre. Selon des témoins, il y a eu quelque chose entre les deux, un fluide. Ça a l'air d'être son truc à Marine Tondelier, de chauffer les leaders de l'UMPS. Souvenez-vous, Olivier Faure, il y a quelques années, dans une université d'été. Un rock endiablé. Eh oui, cela dansait dur entre les deux. Et là, c'est au tour de l'ami Wauquiez. Qu'importe le bord politique, tant qu'ils peuvent dîner en ville, peu leur importe d'avoir planté le pays et nos finances publiques. Je ne pourrai jamais plaisanter avec Marine Tondelier. Les types comme Wauquiez n'en ont strictement rien à faire de l'état de la France. Ce type est à vomir. Et plus que vous l'imaginez. Wauquiez qui soutient Emmanuel Macron, un deal caché ? Oui, selon le Canard enchaîné. Laurent Wauquiez a-t-il monnayé sa non-censure du gouvernement Lecornu contre une protection budgétaire pour sa région ? Laurent Wauquiez a publiquement justifié son refus de censurer le gouvernement Lecornu par la nécessité de ne pas faire tomber le gouvernement. Une position présentée comme responsable au nom de la stabilité institutionnelle, for sure. Dans le même temps, la région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d'un traitement nettement plus favorable que d'autres dans le cadre de la mise en réserve obligatoire des recettes des régions décidées par l'État. La contribution demandée est allégée de 150 millions d'euros et l'effort ramené à environ 6 euros par habitant, contre 13,5 euros dans les Hauts-de-France et 13,2 euros en Normandie. La France s'appauvrit, le pays est livré au narcotrafic, le Mercosur est signé, les paysans sont réprimés, Macron vend la France à la découpe, mais Wauquiez
à sa subvention. Quant à Marine Tondelier, elle est au mieux avec les deux chiens de garde du Poudré. Quel clivage politique! Vous avez voté un budget socialiste, Vauquier, donc rien de plus normal de vous accorder un moment de détente en compagnie de votre allié escrologiste Tondelier. Pathétique. On reconnaît les deux chiens de garde du Poudré, Olivier Faure et Vauquier. Autre dossier à faire frémir, la loi sur la fin de vie. Souvenez-vous, il y a un mois, Mathias Vergon. Épidémie de grippe, l'urgentiste Mathias Vergon veut refuser les patients non vaccinés. Le bon Mathias, porte-parole de la médecine macroniste, avait ajouté que le serment d'Hippocrate était bon à jeter aux orties. Face à cette remise en cause de la médecine humaniste, Franck Zégé avait porté plainte devant le Conseil de l'Ordre. Il avait reçu le renfort de 500 citoyens et de députés. Alors Franck, qu'en est-il de la plainte? Donc, le Conseil de l'Ordre a donc reçu plus de 500 plaintes, dont la plainte d'une députée européenne, la plainte d'un député de la nation française. Et pour le moment, le Conseil de l'Ordre s'assied sur ces plaintes en disant, ben, nous, on ne donne pas suite. Et ils peuvent le faire parce que le docteur Vargon n'est pas un libéral, mais effectivement un médecin hospitalier. Et donc, effectivement, il y a une voie différente. Il faut que le Conseil de l'Ordre soutienne la plainte, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. Moi, j'ai toujours estimé que c'était du gagnant-gagnant, cette histoire. Soit effectivement le Conseil de l'Ordre suivait les 500 plaintes et obligeait le docteur Vargon à préciser sa position sur la discrimination à l'entrée de l'hôpital, ce qui aurait été un bien pour tout le monde d'être rassuré. Soit effectivement, l'autre option, le Conseil de l'Ordre ne suivait pas, et du coup, le Conseil de l'Ordre se dévoile, c'est-à-dire qu'effectivement, le Conseil de l'Ordre protège certains médecins, protège certaines attitudes, certains propos, alors qu'ils ne se sont pas gênés pour suspendre des médecins pour avoir fait beaucoup moins que ça. Donc là, on a pour le moment gagné sur la position du Conseil de l'Ordre, qui paraît assez évidente pour tout le monde. Quant au docteur Vargon, moi, je n'arrête pas, hein. Il y a des voies de contestation, et donc je vais saisir ces voies de contestation, et on va continuer, parce qu'il est hors de question qu'on puisse discriminer les gens à l'entrée de l'hôpital. Bien évidemment, mais s'il est protégé, c'est peut-être qu'il s'intègre, comment dirais-je, dans un mouvement, dans un narratif gouvernemental, parce qu'il conteste aussi le serment d'Hippocrate. Or, nous avons vu la semaine dernière qu'ils ont tenté de voter la loi sur la fin de vie. Ça a été arrêté par le sénateur Ravier. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette Il y a, coïncidence entre les propos de Vargon et la loi sur la fin de vie? il y a un continuum qui est assez évident depuis la Covid. Les mêmes qui ont imposé l'obligation vaccinale, parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'était une obligation vaccinale, donc qui ont donc renoncé au libre choix, au libre consentement, sont les mêmes effectivement qui veulent mettre de la discrimination en place. Ce sont les mêmes qui disent que le serment d'Hippocrate, c'est quand même un truc bien désuet, hein. Vous vous rendez compte, dans le serment d'Hippocrate, il y a marqué qu'on ne doit pas tuer les gens. C'est pénible. Et dans le même continuum, ce sont des gens qui sont pour effectivement la nouvelle loi effectivement sur la fin de vie. Et tout ça est dans une ligne impeccable qui est une vraie continuité. Et le Conseil de l'Ordre soutient tout. Le Conseil de l'Ordre était pour l'obligation vaccinale, sans jamais en assumer les responsabilités. Le Conseil de l'Ordre, dans mon histoire, effectivement, accepte qu'un médecin puisse discriminer à l'entrée de l'hôpital, on croit rêver. Le Conseil de l'Ordre ne s'est toujours pas prononcé sur la loi de fin de vie, on ne les entend pas, on ne connaît pas leur position, ils suivront certainement la position gouvernementale, et on Ah, se ils rend compte sont, ouais. qu'effectivement, le Oui, bah ils sont. contre-pouvoir éthique Oui, n'existe pas. oui, oui. Souvent d'ailleurs, dans les positions de décision, on trouve des macronistes qui ont été nommés pour mettre en place sa politique. Autrefois d'ailleurs, un médecin qui aurait préparé un poison pour un patient, un pharmacien qui lui-même aurait préparé ce poison, il finissait aux assises. Or aujourd'hui, avec la loi sur la fin de vie, il n'y arrive rien. Au contraire, on a tendance à le féliciter. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution, de cette inversion de valeur? Alors, moi, aujourd'hui, je ne travaille plus qu'en EHPAD, donc la fin de vie, c'est mon sujet. Pas tous les jours, hein, mais j'y suis confronté régulièrement. Alors déjà, mourir, c'est pas scandaleux et il n'y a pas forcément une faute professionnelle derrière la mort d'un patient, hein. À la fin, on meurt, hein. Et donc effectivement, une autre notion aussi, c'est que la mort égale souffrance, il faut qu'on arrête, hein.
Moi, je peux vous assurer que j'accompagne des gens qui meurent et qui ne sont pas en souffrance. Donc, on est en train de faire passer dans la tête des gens que mort égale souffrance, souffrance, c'est pas acceptable, et donc effectivement, il faut abréger les souffrances. Ça sort d'où ça? Je vous assure que la majorité des gens meurent sans souffrance. Et, J'arrive le matin, on me dit, elle est partie dans la nuit, je vais voir la personne, le corps est reposé, il n'y a pas eu de souffrance. La majorité des gens meurent sans souffrance. Et donc, on nous fait passer qu'il faut légiférer à tout prix parce que la mort serait souffrance. Oula, oula, c'est pas vrai. D'ailleurs, un médecin qui aurait une clause de conscience, qui refuserait de pratiquer la fin de vie, est obligé dans la loi de trouver un autre médecin pour pratiquer cette fin de vie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que praticien, justement, en EHPAD? J'en pense qu'ils les trouveront. Ils les trouveront parce qu'effectivement, on est devenu, les médecins ont accepté de devenir comment dire, des exécutants pour ne pas souffrir moralement de leur position. Et donc, ce n'est pas une majorité. Il y a des gens, effectivement, qui réfléchissent encore à ce qu'ils font. Mais être, je ne fais qu'exécuter ce qu'on m'a demandé de faire et je rentre chez moi tranquille, malheureusement, la profession médicale n'est pas épargnée. Et on sait où ça mène. Donc, moi, dans mon activité professionnelle, je vois des gens qui viennent, qui mettent en place des protocoles à visée de fin de vie, hein, soyons clairs, et qui n'assument pas du tout. Ils disent non, on ne fait que soulager, on ne fait qu'accompagner, alors qu'ils savent très bien que la prescription, elle est faite pour tuer. Mais dans la loi, précisément, si tu as par exemple si la patiente désire cette fin de vie et que tu refuses de le faire, on te demande à toi de trouver un praticien pour faire cette fin de vie. Qu'est-ce que cela risque de te provoquer chez toi quand même? Parce que tu es en quelque sorte dans la mécanique. Alors, ouais, moi je vais vous dire les lois Leonetti telles qu'elles existent, et il y a eu une très bonne intervention de Monsieur Leonetti sur un Europe 1, je crois, l'autre jour, qui est parfaitement au clair. Je crois qu'il faudrait toucher à rien. Les lois telles qu'elles existent disent effectivement qu'on doit renforcer les soins palliatifs et effectivement accompagner que les gens ne souffrent pas, et que ces lois aussi protègent du fait que les gens n'ont pas à se sentir coupables d'exister et qu'on doit pas les faire disparaître. Donc face effectivement à des obligations d'appliquer une nouvelle loi qui serait la fin de vie, évidemment qu'il y aura opposition de ma part. Moi j'ai un fonctionnement très simple. D'abord je demande à la personne ce qu'elle veut. Soit elle me le dit, soit il y a les directives anticipées, et d'abord on demande à la personne ce qu'elle veut. Récemment, j'ai eu un cas où les soins palliatifs sont venus, ils n'ont pas demandé à la personne ce qu'elle voulait. Oui, certes, elle avait plus de 100 ans, certes, elle était fatiguée, mais elle pouvait s'exprimer. Eh bien, on ne lui a pas demandé son avis et on a fait des protocoles pour mettre fin à ses jours. C'est pas acceptable. Donc, ça commencera toujours pareil, quelle que soit la loi. De toute façon, le serment d'Hippocrate, pour moi, il est au-dessus des lois. Les lois, elles sont éphémères. Le serment d'Hippocrate, il est là depuis tellement longtemps que c'est ma Bible. C'est pas la loi d'un député en CDD élu avec un taux d'abstention à 60. Madame Rist, qui a été élue avec un taux d'abstention de 70%. J'ai fait le calcul. Elle représente 10% des électeurs de sa circonscription. Oui, Donc, vous allez me faire croire ouais. Oui, là, que je voudrais cette juste. dame, Oui. oui, Je voudrais juste faire une petite digression. 10%, c'est à chaque fois dans une circonscription, c'est à peu près les clientèles macronistes. C'est-à-dire qu'ils exactement. arrivent à mobiliser leurs troupes, et alors qu'en face, eh bien, on ne se mobilise pas, on laisse faire. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait un petit peu changer en France. Il faut arriver à remobiliser les Français contre les macronards. Et je voudrais continuer, Mais mais cette dame oui. donc, qui représente 10% des électeurs d'une circonscription, Mhm. donc ministre de la Santé, va mettre en place une loi qui m'obligera à faire certaines choses par rapport à une personne qu'elle n'a jamais vue, qu'elle ne connaît pas, qui est un cas particulier pour accompagner sa fin de vie. Et elle va s'imposer à un serment d'Hippocrate qui a plus de 2000 ans. Soyons sérieux. Épouvantable. Dans 6 mois, un an, elle ne sera plus là, plus personne n'entendra parler d'elle. Souvenez-vous de Monsieur Véran, qui a quand même pourri la vie de millions de Français, qui a imposé des vaccinations. Où est-il aujourd'hui? Il n'existe plus. Donc ce ne sont pas ces gens-là qui vont s'imposer à Hippocrate. Je ne sais pas si vous voyez, Hippocrate, c'est un grand H. Véran, c'est un petit V. Et Rist, c'est un petit R. Et donc, je ne me trompe pas dans mes priorités.
D'ailleurs, si on met en place cette loi de fin de vie, alors on utilise une périphrase, hein, vous avez tous compris ce qu'elle désignait, il y a donc bien une rupture de confiance entre le médecin et le patient, puisque le médecin pourrait prendre des décisions contre le désir de son patient. Complètement. Quand je vais voir cette dame qui est dans son lit, qui a donc ses plus de 100 ans, qui souffre effectivement, elle a des douleurs, et que je lui propose de la soulager, elle me croit, elle me fait confiance, parce qu'elle sait qu'effectivement, jamais, par mon serment, par ma relation, je ne viendrai lui injecter quelque chose qui pourrait mettre fin à ses jours. Donc elle me fait confiance et elle me dit ce qu'elle espère de moi et quelles sont ses souffrances. Le jour où elle saura que dans mon regard, il peut y avoir est-ce que je mets fin ou est-ce que je ne mets pas fin à sa vie, est-ce qu'elle aura la même confiance pour me dire j'ai mal ou j'ai pas mal? Si j'ai mal, ça va être de la morphine et je mets fin. Si j'ai pas mal, on va peut-être continuer à s'occuper de moi. Est-ce qu'elle me dira la même chose? Moi, je pense qu'effectivement, la confiance sera rompue et que cette personne n'osera plus dire ce qu'elle ressent. Quelqu'un qui saura que je peux mettre fin, est-ce qu'il aura envie de me dire ah, docteur, je suis très triste actuellement, j'aimerais mettre fin à mes jours? Combien de dépressifs m'ont dit je veux mettre fin à mes jours et aujourd'hui je les revois, ils sont très heureux d'être vivants. Est-ce qu'un dépressif aura le courage de me dire ah, docteur, j'aimerais en finir? Il sait que je ferai. Il peut me dire j'aimerais en finir puisqu'il sait que je ne vais pas le faire. Mais le jour où je pourrai le faire, celui qui me dira ça, eh ben dis donc, le pauvre, il est bien inconscient, hein. Oh là là, oui, non, mais tu as parfaitement posé les problématiques de la fin de vie, c'est terrifiant en fait. C'est terrifiant et on aimerait que les Français prennent conscience de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, à l'étranger, ces abus, ils ont lieu aujourd'hui. Est-ce que tu as des éléments sur ce qui se passe, par exemple, en Belgique, en Suisse ou au Canada? En fait, j'aimerais juste revenir sur une chose, c'est que ne pas vouloir mettre fin à la vie des gens, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient qu'il y a des cas particuliers qui sont problématiques. Oui, bien sûr qu'il y a des cas difficiles, il y a des cas compliqués, j'en ai connu, mais on ne pourra pas aborder ces cas compliqués avec comme option la fin de vie, la mort, je décide de la fin. On doit trouver d'autres options et toutes les études l'ont montré, lorsque les soins palliatifs existent et qui sont bien faits, les gens ne veulent plus mettre fin à leur vie. Donc le vrai sujet, c'est se donner les moyens de mettre des soins palliatifs efficaces en place, et on peut le faire. Je, je, ils ont couplé la loi effectivement avec les soins palliatifs, mais je ne suis pas sûr que les soins palliatifs soient leur principale motivation. Bah, si ma mémoire ne me trompe pas, ils ont fermé pas mal de services de soins palliatifs. J'ai un souvenir à Paris dans un hôpital. Est-ce que toi, tu peux confirmer Alors, moi, je suis en Seine-Saint-Denis. Honnêtement, on n'a pas trop on arrive à avoir des gens effectivement en soins palliatifs et ça se passe correctement. Mais je connais d'autres personnes dans d'autres régions de France où là, c'est la dèche, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. là, c'est Donc là, compliqué. effectivement, ben, toujours pareil, vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un va se sentir inutile, va se sentir coûteux pour la société, il n'y aura pas de soins palliatifs et on lui dira, ben, il y a une solution, c'est effectivement de disparaître. Eh ben, ne croyez pas que les gens vont refuser cette solution, ils la prendront en pensant faire bien. Et ça, c'est Bah, catastrophique. moi, c'est le cas que, justement, je ne sais pas si tu l'as lu, mais au Canada, il y a une dame qui n'a pas reçu l'appartement dont elle avait besoin et qui, en conséquence, a mis fin à ses jours, qui a demandé une fin de vie. Voilà. C'est Typique. c'est- c'est notre société qui doit prendre soin des plus faibles. Et notre société doit être très fière de dire, tu es dans une position affaiblie, tu n'es pas bien, mais la société, elle est là, elle ne te laisse pas tomber. Et là, on va arriver dans une société qui dira, ben, tu es affaibli, tu n'es pas tellement utile à la société, on a une solution pour toi, c'est de disparaître. Ouf, on n'est vraiment plus dans la même société. Et à partir du moment où on ouvre cette porte, la notion de qui est utile, qui n'est pas utile, ça va être très très large après, hein. Ça va être très très large. Je me souviens, il y avait un dessin humoristique comme ça, c'était un médecin qui procédait à une échographie et la dame, je lui disait, j'espère qu'il ne lui manque pas une jambe, parce que, hein, et puis elle disait aussi, puis j'espère qu'il ne sera pas myope, et à ce moment-là, le médecin se retourne et il portait des lunettes. Et, et donc, on se rendait bien compte qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Quand on ouvre une porte, après, c'est fini, quoi. Ouais. Bah, c'est peut-être sur ce mot qu'on va euh, se dire au revoir et puis on espère un épisode 3 un peu plus heureux cette fois. Merci Ouais, beaucoup, Franck. voilà, tout à Et, fait. Et l'épisode 3, peut-être qu'on pourra parler de l'OMS et de tout ce qui s'est passé avec la corruption de l'OMS, parce que c'est un vrai sujet aussi.
La corruption de l'OMS et peut-être aussi les politiques qui sont menées par Kennedy. On en a parlé Oui, avant oui, oui. de Kennedy Avec quelques notamment. expérimentations sur les vaccinations et la protection qu'apporte la vaccination et des portes ouvertes sur de nouvelles découvertes tout à fait intéressantes. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. Heureusement, le Sénat a vidé de son contenu la loi sur la fin de vie. Le Sénat rejette la loi sur l'aide à mourir qui est renvoyée à l'Assemblée nationale. Il va falloir être mobilisé pour faire pression sur les députés pour que cette loi abominable ne passe pas. Pour Macron, la fin de l'humanisme chrétien occidental, c'est son projet. Et tout cela pour plaire à ses maîtres mondialistes de Davos. Autre monstruosité, l'esclavage. Oui, en novlangue, on appelle cela l'immigration illégale. Sur France Sphincter. Aucune nation européenne ne peut imaginer continuer de faire croître son industrie sans immigration de travail, pour Nicolas Dufourc. Je ne sais pas si on mesure ce que je viens de lire. Autrement dit, ce gauchiste nous explique que l'Union européenne ne peut pas survivre sans apport d'esclaves. Et comment fait le Japon et comment fait la Corée du Sud? La quasi-totalité de l'immigration en France n'est pas une immigration de travail. Nicolas Dufourc raconte n'importe quoi. Aucune nation européenne ne doit arbitrer entre sa démocratie et la volonté des peuples souverains de perpétuer leur identité, et la cupidité de patrons voyous technophobes qui freinent la modernisation de l'appareil productif français, avec la complicité peut-être rémunérée des gauchistes. C'est fascinant. Sur France Facteur, Pangloss a ses héritiers. Qui est Renaud Camus, l'auteur qui a développé la théorie du grand remplacement? Renaud Camus est-il responsable du fait que la proportion d'enfants nés en France de parents disposant de titres de séjour soit passée de 25% en 2014 à près de 60% aujourd'hui? Le malaise politique lié à l'immigration de masse existe dans toutes les démocraties occidentales. Il existe aussi dans les pays africains ou latino-américains qui y sont confrontés. Et respecter la dignité des individus n'efface en rien l'enjeu collectif, que ce soit du reste pour les citoyens des pays d'accueil comme pour les immigrés eux-mêmes. Que la gauche puisse imaginer que la problématique politique liée à l'immigration se résume à l'influence d'un intellectuel de droite radicale dit tout de son rapport distant à la réalité. Tenez, un mot d'Alain qui avait été d'ailleurs repris par Charles Péguy. Rien de plus difficile de voir ce que l'on voit. Oui, surtout lorsqu'on porte des lunettes idéologiques comme les gens de gauche. Autre querelle, les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans. Passe d'armes entre Eugénie Bastier et Béatrice Rosen. Non, interdire les réseaux sociaux aux enfants ne nous mènera pas à la dictature. Eugénie Bastier dans le Figaro. La panique libertarienne face à la volonté de l'État français d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs est injustifiée. Injustifiée, Eugénie? Béatrice Rosen. De la même façon que le pass sanitaire n'a pas soigné les gens, le pass numérique ne sauvera pas les enfants. Pas plus que le pass carbone ne sauverait la planète. Quand un remède unique est proposé pour tous les maux, c'est la définition du charlatanisme. L'ère des passes liberticides débute, faisant basculer une société non pas libertaire, mais de liberté, à une société d'autorisation pour la masse, et donc de privilèges pour quelques-uns. Toutes les tribunes du Monde ou du Figaro n'y changeront rien. Eugénie Bastier a raison sur un point. C'est un véritable problème de santé nationale. Mais est-ce que cet interdit va résoudre ce problème de santé? Certainement pas. Et qui va contrôler cet interdit? L'Union européenne. Il y a de quoi vraiment avoir peur. Réseaux sociaux et mineurs européens, d'ici la fin de l'année, l'outil de vérification d'âge développé par la Commission sera obligatoire pour tous les États membres. Interdiction des VPN, permis cyber, contrôle d'âge, les amendements de la majorité pour réguler le numérique. Les élus Renaissance s'apprêtent à déposer une salve d'amendements dans le cadre du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Un vrai concours Lépine parlementaire. Ça suffit les complotistes, c'est juste pour protéger les mineurs?
Faut-il rappeler à tous ces poissons rouges qu'Emmanuel Macron a mis en place un système de censure, notamment pendant la pandémie, qu'il est accusé par des personnalités mondiales pour cela, Pavel Durov, Elon Musk. Voilà, ils sont en train de se doter d'outils pour faire en sorte que Jojo du 93 n'ait plus de liberté d'expression. Jojo du 93, oh, ce n'est pas moi qui ai utilisé cette expression, c'est la leur, Béatrice Rosen. Hommage à Jojo du 93, ou le mépris ordinaire des journalistes pédants. Vidéo improvisée pendant que je prépare le dîner de mes enfants qui ne sont pas devant des écrans. Mais là, c'était trop magique, hein. PS, ça parle de la loi sur les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et de l'élite de la nation. Pour plus d'informations sur Jojo du 93, la vidéo de Béatrice Rosen est dans ma description. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Montrer sa carte d'identité, passeport aux frontières. Ah non, non, non. Montrer sa carte d'identité pour poster son dîner sur Facebook. Oui, là, c'est important. Qui est fan de Mélenchon? Julien, pourquoi tu fais encore ton original? Parce que je ne suis pas fan de Mélenchon. Et pourquoi donc? Parce que je suis de droite. Et pourquoi tu es de droite? Ma mère est de droite, mon père est de droite. Et si ta mère était une idiote et ton père un crétin, tu saurais quoi? Fan de Mélenchon! Bon, je sais, c'est facile et c'est un peu gratuit. Comme celle-là. Je sens que je suis de gauche. C'est normal, je ne t'ai pas encore mis ton cerveau. Pardon? Gabriel Attal, le candidat de la droite? Non mais franchement. Je commence à m'inquiéter. Mes Rottweilers n'ont pas grandi depuis 5 mois. Un électeur escrologiste, tiens, puisqu'on parle d'escrologie. Après les États-Unis, la France peut être le prochain pays à basculer dans le fascisme. Ah oui, c'est certain, si les Verts et les socialistes arrivent au pouvoir. Les aventures de la Castafiore. Avant l'opération, je m'appelais Bernard, mais ne le dites pas au capitaine. Sapristi! Bernard et Bianca. Louis de Funès avec Emmanuel Macron. But are you French? For sure. Quand on dit que les macronistes sont américanisés, les équipes de Renaissance après la nuit de la Nouvelle République. Quel poulet cette nuit de la Nouvelle République? Rien ne nous sera épargné. Oui, oui, Renaissance s'appelle la Nouvelle République. Petit souci, c'est le nom d'un journal. Gabriel Attal veut changer le nom de son parti. Problème, c'est celui de notre journal. Rubrique Fantasy terminée. Les médias français, en ce moment, c'est à peu près 25 minutes d'informations sur Trump et Minneapolis. Pour mieux ne pas parler de la faillite macroniste, et si on les écoute, il y a les gentils progressistes contre les horribles fumiers trumpistes. Gentils, les progressistes, ce sont les mêmes qui nous ont censurés pendant la pandémie, qui voulaient imposer la globalisation. Quant à ceux qui manifestent, il suffit de les voir, des activistes payés par Soros, la milice mondialiste en somme. Preti, une pure victime? Regardez la vidéo dans ma description. Une nouvelle vidéo obtenue par la BBC montre Alex Preti armé, crachant sur des agents fédéraux et donnant un coup de pied dans le feu arrière du véhicule, une semaine avant d'être tué par un agent de l'ICE. Cela ne justifie en rien l'action du policier, bien entendu. C'est juste pour rappeler qu'il faut éviter de croire nos journalistes aux ordres européistes, atlantistes et progressistes, macronistes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. À bientôt. Au revoir.